Bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'Hebdo de la saison. Mon nom est Clara Maté-Genet et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel été à sillonner les routes des Basses-Laurentides à la recherche des dernières nouvelles. Ce soir, on commence la saison en force en se rendant à Saint-Jérôme, au sommet sur l'énergie et le transport. On parle également du renouveau du parc régional de la Rivière-du-Nord et on va à la rencontre de productrices agricoles de la région qui préparent leur panier biologique pour l'été. Mais on débute ici, au Mont-Tremblant, qu'on s'apprête à grimper dans quelques minutes en compagnie de centaines de jeunes de la région pour l'activité Toucher le sommet. Bonne émission! Depuis 2014, l'organisme Persévérons ensemble planifie une ascension du Mont-Tremblant avec des jeunes vivant de l'exclusion sociale qui sont à risque de décrocher ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Ça met de l'avant l'activité physique et la préparation mentale. Ça fait des semaines que ces jeunes se préparent. Aujourd'hui, c'est le jour J et on a décidé d'aller vivre ça avec eux. C'est la 12e édition de Toucher le sommet cette année, une grosse édition parce que c'est notre édition type qui va nous servir à une grande étude cette année. Donc, on est fiers de cette 12e édition avec un record de participants, à peu près 300 avec les adultes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au projet aujourd'hui? En vrai, ça me donnait le goût de monter en montagne. Non seulement c'est de pouvoir persévérer dans mes objectifs, mes défis et tout ça. J'ai vu plusieurs de mes amis qui le faisaient, puis j'avais envie de faire comme eux. J'avais envie aussi de monter. Je suis déjà montée ici, donc j'aimerais bien aimé de refaire. Donc. Toucher le sommet, de par son historique, regroupait des jeunes entre 13 et 35 ans. Cette année, on a un projet pilote avec 2 classes de 6e année, donc des 12 ans, pour leur saut vers le secondaire, puis leur montrer un petit peu que se dépasser, c'est tous les jours, puis aller vers le secondaire, c'est aussi un dépassement de soi. Donc, cette année regroupe des jeunes de 12 et je dirais même jusqu'à 40 ans. Oui, je suis un peu stressée, mais je vais essayer de persévérer puis de me rendre au sommet de la montagne. Là, toi, t'es en 6e année, c'est ça? Ouais. Puis tu t'en vas au secondaire l'année prochaine. Comment tu vois ça, ce changement-là? Je vois que ça va changer. Benjamin, c'est un petit garçon plein d'énergie, qui aime beaucoup bouger, qui est un petit garçon aussi qui est très généreux, présent pour les autres, qui a un grand cœur. C'est un petit cœur sur 2 pattes. Ouais. Alors, l'itinéraire qu'on va faire aujourd'hui, on part d'ici et on va par le sentier des Caps, ce qui représente environ 4 km de montée. Comment ça se passe, Léo? Ça va super bien à date. Ouais, il n'y a pas trop de boîtes? Ça, il y en a un petit peu, il fallait s'attendre à cause de hier, là, mais non, on a des bonnes bottes pour ça, donc je pense qu'on va être correct. Puis j'ai vu que tu avais ton appareil photo. Oui, ouais, c'est à ma mère, je l'ai pris pour prendre des photos. Il y a des beaux paysages. Ouais, c'est vraiment beau en haut. Le sentier, il est brusque, il y a beaucoup de rochers, il y a des pentes hautes, puis il faut les parcourir. Mais sinon, moi, j'ai super confiance en moi, puis je suis sûr que je vais monter en montagne en moins de 2 ans. Donc là, on est rendu presque aux 3/4 de l'ascension. Et là, il faut aller là-bas. Quand j'ai dit qu'on était aux 3/4 tout à l'heure, c'était pas vrai du tout. Je pensais que c'était vrai, mais c'était pas vrai du tout. On a surmonté les hordes de mouches noires, les pierres glissantes, la boue, les racines qui représentent les obstacles de la vie selon l'apprentissage de toucher le sommet. Mais là, on arrive pour de vrai en haut. Hey! Good job, boy! OK, les gars, comment ça a été? Bien. Est-ce qu'il y a des moments qui étaient un peu plus difficiles, par contre? Le milieu. Quand tu voyais le pic, ça nous décourageait un peu. C'est comme si tu pensais que tu arrivais à la fin, puis au final, tu voyais une grosse montagne qui restait à faire. Je trouve qu'il y avait des endroits où est-ce que la pente était un peu raide et où est-ce qu'il y avait des roches. Et surtout, on avait une colonie de mouches derrière nous. Là. Les mouches, j'en avais partout. Je pense que j'en ai mangé comme plein. Même chose. Je pense qu'il en a rentré dans mon nez, dans ma bouche et dans mes oreilles. J'ai failli abandonner, mais Raphaël m'a encouragé, j'ai monté jusqu'au sommet. Qu'est-ce que tu lui as dit pour l'encourager? Je lui ai dit qu'on était capable de finir ça, puis qu'en haut, on pourrait prendre notre bon rap, puis on serait récompensé.
Je me sens bien, j'ai réussi mon défi, puis comme je l'ai dit tantôt, j'étais 100% persévérant, puis comme tu vois, mon niveau d'énergie est super cool. Là. Je me sens bien, je me sens que je suis forte, je suis fière de moi. J'ai réussi. C'était plus dur, mais je me sens beaucoup mieux en ce moment avec la vue qui est magnifique et je suis fière de moi. Puis qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience? Il faut toujours persévérer, s'améliorer, même si la montagne est haute, on peut quand même y arriver, peu importe. Il faut juste beaucoup d'entraînement et de patience et de persévérance. J'ai trouvé ça plus difficile que je pensais, les montées, les grandes montées de roches. Je fais pas ça pour le sport, mais je fais ça pour m'amuser puis surpasser un peu mes limites. Puis de base, j'étais venu avec mon ami Léo, sauf que là, il s'est fait la cheville puis j'ai pas pu rester avec lui vraiment là. Léo, explique-nous ce qui s'est passé là. Je me suis foulé la cheville. Il y a un monsieur en 4 roues qui est venu me chercher. On est allé en haut, ils m'ont laissé là. On a fini nos trucs. Après ça, je suis redescendue en télésiège. Comment ça t'a fait te sentir de te faire mal comme ça aux 3 quarts? Je trouve ça un petit peu chiant. J'aurais bien aimé de l'avoir fait 100% par moi-même, je pourrais dire. Comment tu te sens là? Je suis contente d'avoir fait. Je pense que j'ai bien fait de venir. Je pense qu'on minimise des fois comment les jeunes ont besoin de se dépasser, mais d'être reconnus pour ça. Donc, en associant des adultes, puis en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, chacun s'entraide. On est capable de dire, moi, je me suis dépassée, j'ai encouragé un ami qui s'est dépassé, puis je me suis sentie valorisée pour ça. Puis je me suis sentie valorisée parce que des gens ont remarqué que j'ai fait un effort aujourd'hui. Puis ça, c'est tellement important dans la société, puis c'est ce qu'on prend. Félicitations à tout le monde. On a réussi à toucher le sommet. Le ministère de la Sécurité intérieure, en collaboration avec la SOPFEU, interdit les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité depuis le 1er juin dernier en raison d'une vague de sécheresse qui sévit présentement. La mesure d'interdiction s'applique dans les Basses-Laurentides, soit dans les MRC Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Mirabel et Rivière-du-Nord. Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. Depuis le début de la saison de protection, 177 incendies ont touché plus de 180 hectares au Québec. L'événement Dernières impressions, organisé par le département de français du Cégep de Saint-Jérôme, a présenté le travail littéraire et créatif des personnes étudiantes du nouveau programme Arts, Lettres et Communication, option littérature et publication, le 25 mai dernier. Cette soirée a permis aux personnes invitées d'assister à une exposition d'œuvres littéraires, de souligner cette première année de parcours et de lancer officiellement le programme qui a accueilli sa première cohorte, composée d'une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants à l'automne dernier. Dans les dernières années, le parc régional de la Rivière-du-Nord a connu des moments difficiles sur le plan financier. Sa fermeture a même été envisagée. Il y a à peu près 1 an, la MRC de la Rivière-du-Nord a repris sa gestion et maintenant, grâce à de nouveaux investissements, le parc sera remis à neuf. Ce soir, on est au lancement de la première phase du plan de développement et on vous amène avec nous pour voir à quoi ça va ressembler ce nouveau parc-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans le fond, ici, c'est l'île. On a 2 îles sous-utilisées. On a décidé de faire des investissements majeurs sur l'île. Il va y avoir, dans le fond, une salle de conférence qui va être construite 3 saisons pour accueillir jusqu'à 20 personnes. Il va y avoir aussi un espace jeu libre qui va remplacer les jeux d'Hébertis. On va avoir aussi des abris solaires qui vont être sur place pour faire du télétravail la semaine, pouvoir se brancher son ordinateur. Puis l'île va être entièrement nourrie à l'énergie solaire. On a créé mon poste pour, dans le fond, être responsable de la transformation puis viser l'autonomie financière pour vraiment faire du parc un appareil récréotouristique. La MRC, elle a repris vraiment la propriété des terrains qui concernent le parc régional. Puis avec ça, on a fait faire un plan d'affaires, un plan de développement. Puis là, 1 an plus tard, on y a affecté des sommes. Puis aujourd'hui, on est ici pour dévoiler la première partie de ce plan-là. Puis là, étant donné que c'est un parc régional, c'est la propriété des 5 villes municipalités de la MRC. C'est vraiment 3 ans qui est visé là, pour atteindre l'autonomie financière. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à déployer. Donc, pour mettre de l'amour dans le parc un peu. Là. On arrive, on est sur le bord de la 15, on se demande un peu c'est quoi. On se dit, OK, il y a un chalet, tu sais, ça doit être un petit parc. Puis on rentre, puis c'est tellement magnifique. C'est comme un trésor caché. Puis on veut vraiment honorer, tu sais, on a un projet au niveau de l'aire d'accueil. On veut vraiment honorer la beauté du parc dès l'entrée. Les Chutes Wilson, c'est un paysage exceptionnel, magnifique. Historiquement, étant donné que le parc s'était développé davantage dans une vision municipale,
il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour des gens de Saint-Colomban, de Sainte-Sophie, de Saint-Hippolyte d'accéder au parc. Ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille à développer à l'interne une nouvelle image de marque pour vraiment être en cohérence avec le nouveau plan de transformation, moderniser l'image, aller chercher une plus grande clientèle. Le parc accueille des gens de tous âges, mais on veut vraiment aller chercher les familles, les adultes de 25-45 ans. Donc, c'est vraiment le public qu'on vise. On veut être attractif pour les touristes d'un peu partout au Québec et même d'ailleurs. Donc, vous me disiez qu'il y avait un autre projet là, qui va voir le jour. Oui, dès cet été, on va avoir un parcours, dans le fond, d'évasion en nature, c'est-à-dire qu'il va y avoir 6 panneaux qui vont être installés un peu partout dans le parc. Puis il va y avoir des énigmes, les gens vont pouvoir prendre leur téléphone, résoudre des énigmes, puis aller au panneau suivant. Ils vont apprendre un peu sur toute l'histoire du parc. Donc, c'est une autre façon de découvrir le parc là, qui s'en vient. Donc, ici, on voit les affiches qui sont désuètes. Donc, tout ça va être changé pour vraiment être au goût du jour avec la nouvelle image de marque. Donc, puis créer vraiment une expérience plus agréable pour les gens, plus cohérente visuellement aussi. On est dans les ruines de l'ancienne pulperie. Ici, on trouvait que c'était un lieu vraiment gorgé d'histoire avec une vue sur la rivière. Ici, on est super fiers d'annoncer qu'on va avoir une aire de restauration. Donc, on va recevoir un conteneur puis on va faire un projet pilote avec Dieu du ciel pour les 2 prochaines années. Donc, Dieu du ciel va servir de la bière avec de la nourriture. Et on va faire aussi la construction d'une magnifique terrasse surélevée avec la vue sur la rivière. La terrasse va pouvoir accueillir jusqu'à environ 100 personnes assises. Donc, on souhaite vraiment que ça soit la place haute pour venir prendre une bière dans les Laurentides. Puis avec ça, on va organiser un paquet d'activités qui va suggérer des thématiques. Par exemple, on veut mieux développer les activités autour de l'Halloween. On veut rendre le parc disponible un petit peu plus pour les camps de jour, d'un peu partout dans les Laurentides et même à l'extérieur. Fait que c'est vraiment de développer un projet d'affaires qui joint l'aspect ludique puis la beauté des paysages. On veut que les gens qui habitent à côté se disent « Oh mon Dieu, je suis tellement fière de mon parc, les infrastructures sont magnifiques, on peut bénéficier d'un espace gelé pour nos enfants qu'il n'y a pas nulle part, on peut vraiment profiter des lieux, il y a plus de mobilier urbain, c'est plus agréable. Pour tous les citoyens de la MRC, c'est gratuit accéder au parc, donc ça va continuer comme ça. » Donc, 837 000 d'investissement qui vient du Fonds Région Ruralité, du ministère des Affaires municipales, mais c'est quand même une décision qui revient au maire de la MRC d'y affecter ce montant-là pour développer les projets qui vont amener l'augmentation de l'attractivité. Pour des gens qui viennent de plus loin, qui se disent « Oh mon Dieu, je suis sur la 15, c'est vrai, il faut que j'arrête au parc régional de la Rivière-du-Nord, c'est un incontournable. » Alors voilà pour ce qui est des transformations à venir. Dès cette fin de semaine, le 6 juin, le Parc régional de la Rivière-du-Nord Nouvelle Génération accueille son premier événement public d'envergure. C'est le Festival du Grand Poisson. C'est dans le cadre de la Fête de la pêche qui a lieu un peu partout au Québec durant cette fin de semaine. Ici, au Parc régional de la Rivière-du-Nord, il y aura des ateliers d'initiation à la pêche, des activités pour les jeunes et des zones de pêche aménagées pour l'occasion. Cet été à l'Hebdo, on vous propose une toute nouvelle chronique avec notre très chère Héloïse Agacé. Bonjour Héloïse. Bonjour Clara. Alors, tu vas être notre testeuse pour l'été. Héloïse, là, je me demande ce qu'on va tester aujourd'hui. Où est-ce qu'on est en ce moment? C'est super simple, Clara. Je t'ai amenée à Saint-Hippolyte, dans le nord des Basses-Laurentides, parce que CA Québec, chaque année, présente un palmarès des péroutes au Québec. Et Saint-Hippolyte a rapport avec ce fameux palmarès. J'en dis pas plus et on retourne en arrière pour que tu comprennes mieux. Le 12 mai dernier, CA Québec a présenté son palmarès 2026 des péroutes au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la suite d'un sondage. Les personnes ont pu voter justement pour leur route qu'ils considèrent la moins bien entretenue ou celle qui mérite justement de se retrouver dans le palmarès des péroutes. Et comme on peut voir dans ce top 10 2026, c'est l'Outaouais qui se fait gâter au niveau du palmarès. Par contre, pour ce qui est du palmarès régional pour les Laurentides, on a Saint-Hippolyte en 5e position, qui est en égalité avec le chemin du lac Farmer et le chemin Masson, qui vient représenter fièrement ou pas les Basses-Laurentides dans ce fameux palmarès. J'ai pu parler avec Simon Bourassa, conseiller en communication chez CA Québec, pour nous expliquer justement comment fonctionne ce palmarès. C'est pas une démarche scientifique. On n'a pas la prétention de faire une étude scientifique sur l'état des routes. C'est plutôt
un défouloir collectif qu'on propose aux utilisateurs de la route, à tous les types d'usagers de la route d'ailleurs, que ce soit les automobilistes, les cyclistes, les piétons, les camionneurs de ce monde. Donc, on invite les gens à voter durant une période de temps au printemps pour ceux qu'ils considèrent comme étant la Péroute du Québec via une plateforme qui s'appelle péroute.com. Les gens peuvent donner des détails aussi à ce moment-là sur pourquoi ils votent pour cette route-là, quels sont les critères. Là. Donc, nous, on fait des représentations, effectivement, pour un meilleur réseau routier, puis un meilleur entretien, un meilleur financement des infrastructures routières aussi. Donc, ça permet de parler de ça. Là. Oui, on parle du palmarès, mais nous, ça nous permet d'interpeller aussi les décideurs sur des pistes de solutions là, à apporter au cours des prochaines années pour un meilleur entretien des infrastructures routières. On n'est pas juste là pour chialer, pour parler des pires routes, mais on est là pour apporter des pistes de solutions aussi. Moi, je dis qu'on va aller jeter un coup d'œil. Psst, Clara. Donc, Clara, Saint-Hippolyte, la route 333 qui est juste derrière nous, c'est l'apéroute des Basses-Laurentides, mais tout de même, les Laurentides et les Basses-Laurentides ne se hissent pas au palmarès global. Donc, dans les Basses-Laurentides, ça veut dire qu'on n'est pas si pire? Je vais être plate, mais ça veut pas dire que vos routes sont dans un meilleur état que les autres. Vraiment pas. C'est en termes de nombre de votes qu'une ville ou qu'une route peut percer le palmarès ou pas. Vous faites pas mieux qu'ailleurs. C'est malheureux. On aurait aimé ça que vous ayez de meilleures routes qu'ailleurs. Mais non, les routes sont dévastées dans les Basses-Laurentides comme elles le sont dans les Hautes-Laurentides et comme elles le sont à Montérégie. Mais voilà, pour ce qui nous concerne, là, la route 333 sous l'égide du ministère des Transports et de la Mobilité durable à hauteur de Saint-Hippolyte, effectivement, on a eu plusieurs votes sur cette route-là. On nous disait que la route était mal entretenue, qu'il y avait la présence d'énormément de nids de poules. Mauvaise signalisation aussi à plusieurs endroits. On a dénoncé l'absence de bandes cyclables aussi à plusieurs endroits. Puis, on nous a ciblé, entre autres, là, dans le secteur de l'autoroute 15 et à la jonction de la route 117. Je te propose d'aller le tester, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, OK. C'est parti! Comment une route arrive à être une des pires routes du Québec? Comment elle se retrouve dans le palmarès, en fait? Donc, c'est vraiment grâce au sondage, donc grâce au nombre de votes qui ont été compilés pour cette route-là en particulier, mais c'est pas seulement les nids de poules qui peuvent mériter une route, justement, de faire partie du palmarès. Ça peut être la signalisation, la sécurité routière. Il y a justement des routes des Basses-Laurentides qui étaient mentionnées pour les pistes cyclables, par exemple. Donc, c'est assez varié quand même. Au Québec, j'ai l'impression qu'on se plaint souvent de l'état de nos routes. Est-ce qu'on est vraiment si pire que ça par rapport à ailleurs? En fait, c'est Alan Carter, justement, qui a été interrogé par CA Québec à ce niveau-là. Il est professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure et mentionnait que sensiblement, c'est à peu près la même chose à travers le Québec, à travers le Canada. On parle de 15 à 25% à peu près des routes qui sont en mauvais ou en très mauvais état. Ça reste trop selon lui, mais c'est quand même un chiffre qui est à la baisse. Mais le contrôle de qualité des routes, les calculs, mettons, sont pas les mêmes d'une province à l'autre, donc c'est difficile d'être capable de déterminer si les routes sont vraiment pires ici qu'ailleurs. On en a pogné un? Ouais, hein, je pense. Ah, lui, il s'est mis en plein milieu, on va le prendre. Il a bien fait ça. Ouais. Lui? Oh! Ouais, il l'a eu? Ah oui, j'ai vu la poussière relevée, là. Wow, OK. Donc, un gros nid de poule juste ici, mais quand même une belle brochette de nids de poule qui se suivent, qui ont de l'air d'ici d'une profondeur assez considérable. Ouais. C'est une zone difficile là, quand tu arrives à pleine vitesse. Là, on va parler des vraies affaires. Le nid de poule juste ici, on parle quand même là, d'une profondeur d'à peu près 7-8 cm. À côté, c'est pas considérable, par contre. On parle d'à peu près un 5. Je peux vous dire qu'avec celle-là, on est à une dizaine de centimètres, même peut-être 12. En conclusion, malgré le fait que la route 333 ait un nid de poule assez gigantesque, ça reste que la route 333 au total, qui est assez longue, reste navigable de façon relativement douce. Oui, donc peut-être effectivement, le palmarès, c'est surtout un défouloir et ça veut peut-être juste dire que les gens de Saint-Hippolyte ont chialé peut-être un petit peu plus que le reste des Basses-Laurentides. Donc Saint-Hippolyte a mis plus de votes, c'est ce qui mérite cette route au palmarès. Voilà, on l'a tester.
On est maintenant à Saint-Jérôme pour un autre type de sommet, soit le sommet sur l'énergie et le transport, autrefois connu sous le nom sommet sur les batteries. Pour la première fois, ça se passe dans les Laurentides et durant 2 jours, les acteurs du milieu du transport innovant se rencontrent pour discuter de conception, de financement et de déploiement des projets de demain. Ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, alors on est allé voir les experts pour leur poser les vraies questions. Est-ce que selon vous, les Laurentides, c'est le laboratoire du futur pour le transport innovant? Clara, vous me mettez ça directement sur la palette. Même si le hockey est terminé, je vous dirais que oui, c'est une volonté de s'identifier comme une terre d'expérimentation. Il y a déjà 2 CCTT, effectivement, 2 centres collégiaux, donc IVI et le CDCQ, donc qui sont tous affiliés au Cégep de Saint-Jérôme. C'est sûr que vous avez déjà un bon atout comparativement à beaucoup d'autres régions. C'est des experts dans le domaine. Ils ont leurs problématiques aussi locales sur lesquelles ils apprennent, qui sont spécifiques aux Laurentides. Donc oui, c'est une belle plateforme ici dans les Laurentides. L'Institut du véhicule innovant fait 3 choses, c'est-à-dire on développe des véhicules à faible émission, on développe des véhicules intelligents et on développe des véhicules connectés. Donc, faible émission, naturellement, on est à 90% et plus des véhicules électriques. Véhicules intelligents, on essaye de reconnaître l'environnement pour créer des véhicules soit d'aide à la décision ou autonomes. Et finalement, véhicules connectés, c'est de l'échange énergétique. Donc, on voit ça maintenant comme une grosse batterie mobile dans laquelle on peut transporter cette énergie-là puis la redonner à un bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, trajectoire d'innovation? C'est un parcours qu'on doit se tracer tout le monde ensemble, en collaboration, de se donner une vraie trajectoire commune. Notre objectif, c'est pas de se compétitionner entre régions. Notre objectif, c'est de compétitionner la planète. Puis le Québec a tout pour réussir. Fait que d'avoir la même trajectoire, la même direction, tous ensemble, ça va nous permettre justement d'avoir des gros gains. C'est le moment, effectivement, de franchir cette transition-là de manière beaucoup plus soutenue, de manière collective, et que ça soit l'affaire de tous, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet quand même ou une initiative là, qui vous enthousiasme particulièrement dans les questions au sommet? Le V2X, Vehicle to Something, donc juste une appellation en anglais. Donc, que le véhicule électrique qui contient plein d'énergie puisse être redistribué vers la maison, vers l'entreprise, vers une industrie pour être capable de moins consommer d'énergie dans les temps de pointe, aider le réseau d'Hydro-Québec, exporter davantage puis s'enrichir davantage comme Québécois, comme Québécoises. Ce concept-là, une fois qu'on va l'avoir bien compris puis qu'on va avoir matérialisé ça dans le concret, il y a un potentiel phénoménal de faire presque une 2e, 3e révolution énergétique au Québec. Là. Je pense que c'est des thématiques qui sont très méconnu. C'est important que les gens le sachent, s'y intéressent, puis qu'on accélère le processus. C'est quelque chose qui est en développement. La MRC travaille fort sur un projet là-dessus. On s'attaque aux batteries de la micromobilité, donc tout ce qui est vélo et trottinette électrique. Puis en fait, ce qu'on veut faire, c'est rendre une 2e vie, voire une 3e ou 4e vie utile au véhicule, donc au vélo, en reconditionnant. Ça veut dire qu'on remet en état une batterie qui était en fin de vie et en recyclant les cellules, donc lithium-ion, qu'on sort de ces batteries-là. Puis finalement, dans vos rêves les plus fous, les routes du Québec dans 50 ans, ça ressemble à quoi? Oh, bonne question. Mieux en état. Très bien entretenues. Elles sont adéquates. Moins de voitures, plus d'efficacité, puis qu'on rende le véhicule réellement utile aux besoins du quotidien versus de faire de la distance simplement une personne dans la voiture. Moi, je pense qu'on va être obligé de se positionner rapidement vers les drones, autant aériens que terrestres. Il va falloir trouver des façons d'obliger les gens à mutualiser le transport. On peut faire mieux que ce qu'on a. De m'asseoir dans le REM, personnellement, c'est de me dire « Ah, c'est ce qu'il aurait dû avoir il y a 20 ans au Québec ». Fait qu'il faut accélérer ça. J'ai un petit garçon de 9 ans qui me demandait justement cette semaine est-ce qu'on va avoir des voitures volantes bientôt. Bon, je suis peut-être pas sûr que dans 50 ans, on aura des voitures volantes, mais on aura assurément d'autres types de transports qui vont être beaucoup plus écologiques. Si jamais on pourrait s'affranchir effectivement de ces ressources pétrolières-là. Je m'attends aussi à plus de micromobilité, à des trajets plus courts. On voit un bus scolaire qui est électrique, donc tout ce qui est transport en commun aussi est électrique. Je pense que ça prend d'abord de l'électrique. C'est une belle avenue pour tout le monde, pour des idées vertes. Je pense que c'est pour la bonne chose. Et voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions et que ça aura peut-être provoqué d'autres interrogations. Le Centre Marie-Ève annonce le lancement de sa 2e édition de la campagne de financement J'allume une lanterne, propulsée par Desjardins, qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 3 septembre prochain. Chaque lanterne, achetée au coût de 10 $ permet d'offrir écoute, répit, accompagnement et bienveillance aux familles, aux mères et aux enfants en situation de vulnérabilité. La campagne, dont l'objectif est la vente de 974 lanternes, se conclura lors du cocktail des lanternes le 3 septembre prochain au Centre culturel et communautaire de Thérèse de Blainville.
La ville de Mirabel a intronisé M. Claude Forêt à titre de bâtisseur à l'espace François Allaire de l'amphithéâtre Jean Bouchard le 26 mai dernier. Résident de Mirabel depuis 1982, M. Forêt a consacré plus de 30 ans au développement du sport amateur dans sa communauté. Entraîneur de soccer, puis cofondateur de la Ligue de hockey bottine du comité du Parc Lacroix, il a occupé pendant 24 ans les fonctions de président et de trésorier du comité de tennis de Mirabel. Il a également assuré pendant 18 ans la trésorerie de l'Association régionale de tennis des Laurentides et celle de 2 Grands Prix québécois. Depuis maintenant 30 ans, le réseau des fermiers et fermières de famille approvisionne des milliers de foyers en légumes durant la saison estivale grâce à leur programme de panier biologique. Cette année, la saison commence un peu plus lentement que prévu. Les abonnés se font attendre dans les Basses-Laurentides où il y a quelques fermes participantes. On est allé sur le terrain à la rencontre des agricultrices, voir comment va leur préparation. Là, aujourd'hui, là, on plante les aubergines, fait que, en espérant que là, il va faire chaud, parce que les aubergines, c'est comme les tomates, c'est dans la même famille, fait que ça demande les mêmes soins. Le printemps et le début d'été plus froid que la normale ont ralenti les préparatifs à la ferme Les Jardins Kaizen, située à Saint-Joseph-du-Lac. Ça va bon train, mais pas nécessairement comme on voudrait, la température n'étant pas nécessairement toujours de notre côté. Cette année, c'est froid, c'est très froid, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas planter tout de suite. Il faut de chauffage, exemple les tomates, les cocombes, les poivrons. Les paniers pourront tout de même commencer comme prévu dès la semaine prochaine. Mais la température n'est pas le seul problème auquel font face les producteurs en ce début de saison. Les Jardins Kaizen font partie du réseau des fermiers de famille qui comprend 115 productions agricoles au Québec et au Nouveau-Brunswick. Chaque été, les fermiers produisent et livrent des paniers biologiques pour 17 000 foyers, ce qui fait du réseau l'un des plus importants regroupements de fermes biologiques au monde. La ferme de Marie-Chantal Dubuc fait partie du RFF depuis quelques années maintenant, mais cet été, les inscriptions pour les paniers biologiques sont à la traîne. C'est au ralenti, ça va quand même bien, mais pas comme on s'attendait, parce qu'honnêtement, c'est ça, on est loin de notre objectif. Même constat à la ferme aux Trois Petits Pois, située quelques kilomètres plus loin, à Oka. Geneviève Corbeil-Saint-Jacques essaye de comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que vu que le coût de la vie est vraiment plus élevé, que tout est plus cher, je pense que les gens ont peut-être un peu peur de s'engager. Pour elle, les paniers biologiques représentent 70 % de son chiffre d'affaires. Est-ce que ça l'inquiète? Un peu. On va quand même faire plus d'efforts de promotion. Si on perd des ventes de paniers, il va falloir trouver d'autres façons de vendre et d'écouler nos légumes. Frédéric Thériault est vice-président du RFF et lui-même producteur agricole. Il observe aussi ce phénomène à l'échelle du Québec. Après la pandémie, quand François Legault a dit aux Québécois qu'ils devraient manger québécois, on a eu un engouement incroyable. Donc, on sait que les fermiers de famille, on est capable de nourrir les Québécois, qu'on est capable de nourrir beaucoup plus de familles que ce qu'on a nourri dans les dernières années. Et puis, quand on n'a pas de souci à vendre les légumes, ben c'est le fun. Il y a plein de nouveaux fermiers qui peuvent commencer à occuper le territoire puis à produire des légumes puis qui lancent des fermes. Mais après, quand on revient à la vie de tous les jours où les gens disent « Ah, là, je veux partir en vacances, je sais pas si je veux m'engager », ben les gens s'inscrivent moins, puis ça devient plus difficile parce qu'il faut se battre pour vendre les légumes, puis il faut se battre pour produire, et puis c'est beaucoup plus compliqué. Bien, on planifie en conséquence, mais c'est aussi financièrement. Je veux dire, on compte là-dessus pour nous aider. Puis là, bien, quand tu n'as pas cette aide-là, tu as des employés à payer, tu as des factures à payer parce que ça, eux autres, ils n'attendent pas. Selon les fermiers du RFF, choisir les paniers biologiques, c'est choisir la fraîcheur, le goût, la qualité, mais aussi le contact avec les producteurs. C'est vraiment l'alternative qui va permettre aux gens d'encourager le plus les producteurs parce qu'on s'engage à l'avance. C'est une vente qui est assurée. Surtout que certaines fermes, comme les Jardins Kaizen, proposent des formules flexibles où les clients peuvent choisir d'avance ce qui se retrouvera dans leur panier avec une carte prépayée. Des outils sont aussi mis à la disposition des participants pour gérer leurs vacances ou leurs absences. La ferme aux Trois Petits Pois, quant à elle, propose une formule mini-marché. Si on fait le calcul, ça revient moins cher de prendre un panier bio que d'aller acheter du bio ou même du pas bio à l'épicerie. Souvent, le panier va revenir plus cher à l'épicerie. En espérant que les gens achètent local puis commencent à voir que c'est important d'encourager les petites entreprises. On a besoin d'eux. Puis au fond, normalement, ça devrait être réciproque. Eux ont besoin de nous pour manger. Malgré tout, les préparatifs vont bon train chez nos agricultrices, semage, désherbage, tout sera prêt pour accueillir les inscrits et les nouveaux clients dans leurs différents points de vente dès la semaine prochaine.
Bye!